Je me présente, c'est ça. Tu me diras, hein. Ouais, voilà, ouais. C'est un autocollant de ma première expo personnelle. J'avais gardé ça, un souvenir. Tu me questionnes ou j'y vais direct? Tu racontes ce que tu veux. D'accord, bon, ouais. Ben en fait, moi, pour moi, tout a démarré quand j'étais petit. J'avais de l'asthme, donc je restais souvent au lit, je dessinais sur les draps au départ du lit. Et après, je commençais à dessiner vraiment sur des. Ma mère, quand elle a vu ça, elle est devenue dingue, et donc m'a acheté un cahier de dessin, quoi. Et donc, j'ai trouvé que dessiner, c'était vraiment d'inventer chaque fois et tout ça, c'était un truc qui me tarabustait vraiment, quoi, qui m'obsédait quand j'étais gamin. Mais par contre, là où je râlais, c'est que j'arrivais pas à mettre mes rêves sur des dessins. J'étais trop petit, je trouvais que je n'arrivais pas à canaliser mon imagination. Et donc, je déchirais tous mes dessins, quelquefois. Et je rêvais de faire de la bande dessinée parce que c'était vraiment un peu mon époque, on va dire. Et donc, en fait, le dessin m'a poursuivi toute ma vie parce que même après, j'ai cherché d'autres expressions artistiques, en fait. Notamment le théâtre, hein, que j'ai fait pendant 5 ans en tant que comédienne et tout ça. J'étais parti à Paris pour ça. Et en fait, j'ai vite bifurqué derrière la caméra pour en fait réaliser ce rêve d'enfant, quoi. C'est-à-dire d'inventer soi-même ces histoires. Et je commençais en fait à pouvoir vraiment me servir de mon imagination que quand j'ai quitté le métier de comédienne, on va dire. Enfin, en même temps, il en faut, hein, pour être comédienne, de l'imagination. Mais surtout au niveau de l'écriture, quoi, de scénarios, d'histoires et tout ça. Donc là, j'ai commencé vraiment à écrire vraiment des petits courts-métrages, à les filmer, avec très peu d'argent en fait. Mon frère s'y vendait, Aldo s'y vendait une toile, genre il devenait mon producteur, parce que la pellicule n'était pas chère et tout ça. Et je travaillais en 16 mm en plus. Je faisais des films, comment dire, que je pouvais passer dans des cinémas surtout. Ça c'était un truc super important pour moi. Il y avait un format que je pouvais montrer dans des salles. Et donc, bizarrement, comme j'utilisais aussi en tant que comédienne des amis peintres et tout ça, eux, quand ils exposaient sur Paris, en fait, ils aimaient bien au vernissage que je montre mes films. Et comme c'était des films muets, à l'époque, il y avait des amis qui avaient un groupe de rock qui jouaient sur les films. En fait, ils préféraient être devant le film que derrière. Ça, c'est les égos de tous, quoi. Alors, du coup, j'ai pris les cassettes, hein, un peu ce qu'a fait après, bien plus tard, après moi, comme il s'appelle, là, le grand réalisateur américain, italo-américain d'ailleurs, ça y est, Tarantino, hein. Tarantino en mettant du rock, tu vois, comme ça, par rapport à des films. Et donc moi ça je le faisais déjà justement par défaut, parce que j'aurais aimé qu'il y ait un groupe qui joue vraiment une musique en plus. Je faisais tout sauf la musique, et donc du coup ça j'essaye toujours en même temps de faire de la musique. Je sais pas si j'arriverai un jour, mais bon, j'essaye quand même. Et comment dire, et donc un jour cette pellicule, la 16, formidable Kodachrome, n'existait plus sur le marché, donc du coup j'allais devenir un cinéaste normal, entre guillemets. C'est vrai qu'il fallait que j'aille chercher de l'argent là où il y en avait, à l'INA, ou chez des gros producteurs et tout ça, enfin bref. Et ça c'était pas évident en fait, j'avais l'impression de me trahir moi-même aussi quelque part avec ça. Donc en plus la pellicule n'existait plus, alors je suis revenu à 7. Et là, ça fait donc 26 ans maintenant que je fais de la sculpture de sous-marin. Alors, le sous-marin, au départ,
c'est aussi à la fois mon enfance, mais et justement à travers le cinéma de série B. Je trouve que c'est déjà un engin fantastique qui est un peu, qui peut être porteur d'une aventure et d'un groupe de personnes aussi à l'intérieur. D'où justement le rapport au théâtre. Parce qu'en fait, je crée une théâtralité à l'intérieur de mes sous-marins. Et je rejoins le cinéma par l'éclairage, dans le sens où les gens, en fait, qui sont dans mes expos, ont une lampe de poche, ils sont libres de regarder ou pas. Moi, je leur impose malgré tout quand même des personnages qui sont sculptés dans le bois, qui sont figés dans l'espace, mais malgré tout mis en scène. Il y a malgré tout le temps une histoire par rapport à ça. Et comment dire, et donc ils éclairent et à ce moment-là, ils rejoignent presque une idée du cinéma, en fait. Parce que c'est leur œil qui pénètre en fait à l'intérieur de la sculpture. Parce que je voyais qu'à l'époque, quand justement j'étais dans mes films et tout ça, j'allais dans les expos, que ce soit de mon frère et ses amis, ou même d'autres amis, ou même des gens que je ne connaissais pas évidemment. Et je trouvais que les gens avaient tendance à regarder une œuvre très rapidement, quoi. Presque un petit coup d'œil comme ça, ils tournaient autour, et notamment les sculptures en fait. Je trouvais qu'ils regardaient plus longuement une peinture qu'une sculpture. Je disais, c'est pas normal et tout, comment pouvoir arrêter les gens, quoi, voilà, à l'œuvre, sur l'œuvre, quoi, en fait, le regard. Et donc, le truc, c'était de, tout simplement, mettre une œuvre dans une autre, quoi. Donc, le sous-marin, c'est avant tout ça. C'est pour moi, c'est aussi important l'extérieur que l'intérieur, mais l'intérieur est primordial quelque part, parce qu'à ce moment-là, il y a une dramaturgie. Et puis on peut rencontrer dans certains de mes sous-marins des gens célèbres, des gens qui ont été importants pour moi. Donc j'ai commencé comme une iconographie en fait. Et aussi en même temps, presque comme si j'avais trouvé à l'intérieur même de cette pièce-là, malgré tout, qui doit comporter malgré tout une technologie. Le sous-marin, il y a toujours malgré tout une hélice, des machineries et tout. Et je trouvais une liberté dans cet enfermement-là, quoi. C'est-à-dire que je traite des sujets qui me passent par la tête, en fait. Si tout d'un coup je pense à David Bowie parce que j'écoute sa musique, eh ben je vais le faire dans un sous-marin en forme d'araignée de mer, et qui rappelle les Spiders from Mars, en fait. Et donc, je reproduis David Bowie là-dedans. Là, en ce moment, je fais les Fricks Brothers, mais ça peut être aussi Frank Sinatra, Jean Vilar, Paul Valéry, John Cassavetes avec ses copains, je sais moi en fait, ça fait quand même 26 ans, donc ça fait plus de 150 sculptures peut-être que j'ai dû réaliser en tout. Et donc la plupart justement, on est des gens plus ou moins célèbres à l'intérieur, alors c'est un peu élitiste aussi, parce que quelque part, les personnages qu'il y a dans mes sous-marins, les gens ne les connaissent pas forcément, quoi. Ils ne sont pas dans le star system, on va dire, quelque part. Évidemment, avec un peu de culture, on les connaît tous. Mais ceux qui n'ont pas trop de culture, évidemment, ils sont face à style comme le sous-marin de John Cassavetes, qui sait, quoi. C'est pas tout le monde qui le connaît, en fait. Ça, c'est un peu dommage. Alors, si mon travail, par contre, ça sert à ce qu'on ait envie de savoir qui est John Cassavetes, ça, je trouve que j'ai gagné, là, à ce moment-là aussi. Parce que, voilà, pour moi, il y a des gens qu'il ne faudrait pas qu'ils disparaissent. Et aussi, admettons, j'adorais Le Bon, la Brute et le Truand depuis tout gamin. Et un jour, je les ai mis dans le sous-marin comme s'il y avait une suite à ce film-là aussi. Tu vois, ça peut être aussi une suite d'un film et tout. Et j'aime bien aussi, justement, par rapport au travail du bois, essayer de retrouver des visages, que ça ressemble aux personnages dont je veux traiter l'histoire. Donc, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à attaquer les sculptures en bois, c'est en 88-89, on aurait dit de l'art esquimau, quoi. C'était très brut quand même. Les personnages, c'était comme des caricatures, en fait. Et parce que je coupais du bois au début, c'était pas évident. Et puis après, petit à petit, je commençais à faire des têtes qui ressemblaient vraiment aux gens, quoi. Donc maintenant, je me retrouve un peu comme un producteur, en réalité, hollywoodien, sans fric, évidemment, mais avec des choses que je ramasse dans la rue. Et donc, je fais un casting chaque fois des personnages que je veux traiter. D'abord, alors je les choisis. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'aussi, à l'an 2000, j'ai créé Pasta Power aussi un peu pour ça. C'est-à-dire que j'aurais aimé dans ma vie jouer avec un Humphrey Bogart ou James Cagney. Mais évidemment, j'étais né trop tard et pas du tout dans la bonne ville. Alors du coup, je me reproduis en bois avec ce personnage de Pasta Power. Et dans les années 20, admettons, nos ennemis, ça sera James Cagney, Humphrey Bogart. Et c'est un peu l'histoire du cinéma, de films noirs surtout, que j'affectionne vraiment.
des années 20 aux années 70. Donc c'est une trilogie, Pasta Power, en fait. Mais après, évidemment, dans les années 50, il va y avoir Marlon Brando, en fait, toute cette équipe-là des années 50, jusqu'à Robert De Niro, Harvey Keitel et tout, les années 70, quoi. Il y avait le cinéma de Scorsese, en fait. Mais c'est comme si, quelque part, aussi, pour moi, le cinéma que j'aime, c'était arrêté à cette époque-là aussi. Donc voilà, alors j'ai toujours le fantasme aussi de continuer à faire des films et tout ça, justement avec Pasta Power, quoi. Donc en fait, je me fais pousser des moustaches et je me maquille en brun, en réalité je deviens Pasta Power en fait. Et c'est un personnage, c'est comme, on va pas dire c'est pas un super-héros, parce que c'est comme un double, un peu plus noir que moi aussi. Mais en même temps, ça me raconte, en même temps, c'est marrant. Et puis je me sers aussi de la vie de mes ancêtres calabrais, avec des histoires que mon père me racontait. Je mélange tout ça, quoi. Et bon, c'est devenu des histoires de Pasta Power. Alors, en même temps, Pasta Power, je montre pratiquement rien de lui. Sauf à une expo qui s'appelait Fan Club au Miam, là, où j'ai pu montrer un mannequin qui est là-bas, que tu as dû filmer, avec son ampli. Et donc, un mannequin qui a mes vrais cheveux, en fait, sous la perruque. J'ai fait pousser mes cheveux pendant 3 ans au moins, pour les avoir assez longs, pour les planter dans ce mannequin, quoi. Faire un double, en fait, il a mes fringues et tout ça. Et il a une guitare électrique parce qu'en fait, il a un métier comme ça, quoi, de surface, on va dire. Et il est plutôt bluesman et tout ça, quoi. Et donc, ça me permet de rencontrer plein de jolies filles aussi, grâce à ça, qui veulent des fois travailler avec moi, mais j'arrive pas à travailler avec elles. Ça se passe souvent assez mal, quand même. Au début, c'est bien, mais après... Mais voilà, parce que bon, maintenant aussi, ces générations-là, il y a un conflit de générations forcément, parce que c'est des filles qui ont 27-28 ans, quoi. Moi, j'en ai maintenant 56. Donc moi, je travaille plus lentement, en fait. Je suis pas dans le numérique et dans le côté, on fait un film en 2 temps, 3 mouvements, tu vois. À l'époque, ouais, pourtant, en 16, je tournais rapidement, mais là, maintenant, à peine tu dis, j'ai un projet, il faudrait qu'il soit fini dans la semaine, tu vois. Et ça, je peux pas. Ça, vraiment, là, ça, je suis époustouflé. Mais en plus, bon, voilà, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a quand même un certain engouement et que, grâce peut-être à mes sous-marins, je pourrais faire ce que je veux un jour, quoi. Si j'ai un nom que les jolies filles viennent parce qu'elles veulent travailler avec Stéphane Biascamano, ça c'est pas mal, quand même. Même si elles ne travaillent pas. Enfin, voilà, quoi.